Donc, bonjour et bienvenue à tous pour cette neuvième webconférence du dispositif REX Bâtiment Performant de la QC. Donc, comme je viens de le dire, on est assez nombreux, on sera autour de 250-300 personnes. Donc, merci de bien respecter les fermetures de micro et puis de caméra. Un petit rappel pour vous dire que les précédentes webconférences, donc sur l'année 2021, elles sont disponibles en replay toujours. Et les rapports complets sont également dispo pour la plupart dans la mallette pédagogique. Pour les derniers qui ne sont pas encore publiés, voilà, il nous reste quelques petites annotations techniques à valider, mais ils seront disponibles dans les prochains jours, prochaines semaines. Elle va vous mettre tous les liens dans la discussion au cours de la webconférence pour que vous puissiez accéder aux différents replays, au site de la mallette pédagogique, etc. Donc, je vous rappelle juste aussi les thématiques qu'on a déjà abordées dans ces webconférences. Donc, on avait parlé au printemps 2021, ventilation simple flux, ventilation double flux, puis on avait enchaîné avec l'isolation des remparts en rénovation, l'éclairage artificiel, l'ITE. On avait également abordé les chauffe-eau thermodynamiques et puis l'isolation en surface des planchers bas en rénovation. On va donc pouvoir enchaîner sur la diapo suivante. Au sommaire, donc aujourd'hui, on va faire un bref rappel, comme d'habitude, de ce qu'est le dispositif REX Bâtiment Performant, puisque c'est important toujours de comprendre d'où viennent les retours d'expérience et comment ils sont choisis quand on a retenu les enseignements qu'on présente. Je laisserai ensuite la parole à Marie-Pierre Nem, qui est enquêtrice REX Bâtiment Performant et qui travaille à l'AQC, qui vous présentera donc les enseignements du rapport concernant la conception et le dimensionnement des équipements techniques. Moi, de mon côté, je vais garder un œil dans l'espace de discussion au cours de la présentation. Ça me permettra de relever les questions, mais n'hésitez pas à utiliser cet espace, surtout pour échanger entre vous. Vous avez la chance, on a la chance d'avoir avec nous les contributeurs du rapport qui sont présents dans la discussion, donc ils pourront participer aux réponses et aux échanges. On terminera ensuite donc, avec la présentation du tuto et non pas de la mallette pédagogique. Et puis, je vous ferai un bref rappel sur les deux actus principales qui viendront, notamment celle concernant la deuxième session du MOOC Rénovation Performante, risque et bon réflexe, et puis la 10e et dernière webconférence qui aura lieu fin janvier. Pour resituer le contexte de l'AQC, donc, qui est une association loi 1901, qui a pour mission la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité de la construction. Donc, elle regroupe 49 organismes de la filière bâtiment autour de 3 commissions, l'observation, la prévention de produits mis en œuvre, qui est la C2P, et la commission prévention construction, la CPCI. On héberge également le secrétariat des grands programmes. Donc, comme dans le passé, il y avait eu Pacte, FIBAT, Profil sur la dernière session jusqu'à fin 2021, et puis également Ombré pour les Outre-mer, par exemple. Les enseignements qui vont vous être présentés aujourd'hui par Marie-Pierre, ils sont issus de retours d'expérience menés dans le cadre et avec la méthodologie du dispositif REX Bâtiment Performant, donc qui fait partie du pôle observatoire, qui est un des observatoires du pôle, qui est celui qui est lié aux risques émergents. Ce dispositif REX Bâtiment Performant, il a mis à l'honneur donc la rénovation sur la campagne de visite 2020-2021, donc dans le cadre du programme Profil. Vous trouverez aussi le lien du programme Profil. Juste le petit rappel aussi, donc c'est un programme pour le programme de la filière pour l'innovation en faveur des économies d'énergie. Donc Eve va vous mettre le lien dans le chat. Donc c'est un programme qui regroupe 9 projets pour faciliter et fiabiliser la rénovation énergétique des bâtiments existants. Et donc notre projet, le projet Rex Rénovation, il fait partie de ces 9 projets. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, puisque depuis la fin de l'année, on arrivait en fin de programme. Donc, vous avez toutes les productions qui sont mises à jour, qui sont disponibles sur le site Internet. Pour revenir sur le dispositif REX Bâtiment Performant, donc c'est un dispositif de retour d'expérience, comme je l'ai dit, qui est basé sur la collecte sur le terrain, donc réalisé par nos enquêteurs, comme Marie, par exemple, qui a travaillé, elle, au sein de l'AQC, mais on a aussi des enquêteurs qui travaillaient au sein de différents centres de ressources. Pour cette campagne de visite, on a travaillé avec 10 enquêteurs au total sur le territoire, et donc ils mènent ces retours d'expérience. Concrètement, ils réalisent des visites de bâtiments performants et rencontrent les acteurs qui vont participer à leur conception-réalisation, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau d'études, etc. Toutes les données, elles sont ensuite collectées dans la base de données, donc ça c'est la deuxième étape. Puis on a une étape d'analyse selon les critères que l'on souhaite étudier, et donc elle est réalisée via une extraction ad hoc de cette base de données. Pour cette étape d'analyse, on fait appel à des contributeurs qui sont entre guillemets des sachants des thématiques qu'on souhaite aborder. Ça nous permet en fait d'analyser finement les constats qu'on a pu relever dans la base de données par l'enquêteur et puis par les autres enquêteurs aussi, tous les projets qui ont été visités depuis le début du REX Bâtiment Performant, et donc d'échanger sur la priorisation des enseignements. Quel enseignement va plutôt retenir au vu de ce qu'il y a dans la base de données.
Donc, pour ce rapport, on a été accompagné par Yannick Girard de l'Énergie Service, Laurent Boignère de RF Efficience et puis Adam Coslo du BET Solaire. Donc, sur la dernière étape, dans le cadre du dispositif REX-BP, il y a la valorisation de ces enseignements. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a fait sur l'année 2021, notamment avec les différentes webconférences. Et on met également à disposition toutes les ressources donc, dans la mallette pédagogique dont vous avez déjà le lien et que vous connaissez déjà très bien certainement. Donc, il y aura encore beaucoup de ressources qui vont arriver là, sur ce début d'année, puisque toutes les ressources profils elles ne sont pas encore toutes publiées. On va les mettre au fur et à mesure. L'idée, ce n'est pas de submerger de ressources, mais c'est de donner petit à petit accès à des nouvelles ressources pour que vous puissiez agrémenter vos formations, vos connaissances, etc. Je vais laisser du coup maintenant la parole à Marie pour qu'elle vous donne quelques informations sur le rapport donc, qui est conception et dimensionnement des équipements techniques en rénovation. Donc là, voilà, vous avez à l'image les noms des différents contributeurs avec qui on a travaillé. Donc, on les remercie bien évidemment et donc ils sont présents dans la discussion. Laurent et Adam sont présents. Yannick s'excuse, il ne pouvait pas être disponible aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à échanger avec eux dans le chat. Marie, du coup, je te laisse présenter donner quelques mots d'introduction sur le rapport. Oui, bonjour Samuel, bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques mots en introduction, donc afin de préciser le contenu du rapport conception et dimensionnement des équipements techniques en rénovation. Alors, celui-ci comprend donc 28 enseignements issus de constats de non-qualité ou de difficultés relevés au cours des 20 visites effectuées. Alors, les constats proviennent également d'une requête, comme vous le disait Samuel, réalisée sur la base Rex Bâtiment Performant. Cette requête a permis d'identifier donc des opérations pour lesquelles des difficultés de conception ou de dimensionnement des équipements techniques ont été rapportées, donc soit en phase travaux, soit après livraison. L'ensemble donc des opérations visitées concerne des rénovations réalisées au cours des 3 dernières années, et pour lesquelles des travaux sur les équipements ont été effectués, mais également associés à des travaux d'isolation de l'enveloppe. L'objectif, en fait, étant de pointer du doigt les problèmes récurrents ou d'impact suffisamment important pour qu'un enseignement en découle. Alors, on va retrouver dans le rapport 14 constats en lien avec la maison individuelle, 13 concernant des bâtiments tertiaires et 4 des bâtiments de logement collectif. 13 concernent les équipements de chauffage, 8 se rapportent donc à la ventilation et 10 à l'eau chaude sanitaire. Alors, petite précision enfin, de par le sujet évoqué, conception et dimensionnement, et contrairement aux autres rapports 12 enseignements, le constat n'est pas systématiquement associé à une photo de mauvaise pratique comme on a pu avoir l'habitude dans les précédents rapports. Donc, l'objectif est de décrire la difficulté rencontrée, d'en préciser l'origine, d'en détailler les impacts et de lister des recommandations. Ok, merci Marie. Donc du coup, juste pour vous rappeler, la présentation de ce webinaire, elle n'a pas pour objectif d'être exhaustive, c'est de vous donner un petit échantillon des enseignements que vous trouverez dans ce rapport qui sera disponible dans quelques jours. Donc on peut démarrer avec le premier enseignement, donc dans cette première partie chauffage, qui est celui d'établir un diagnostic des équipements existants. Donc par rapport à ce sujet qu'on a choisi de mettre en avant, quel constat de non-qualité tu peux nous présenter, Marie ? Alors, en fait, l'exemple pris est celui de travaux réalisés dans un bâtiment de bureau dans lequel des travaux d'isolation de l'enveloppe et de changement des menuiseries sont effectués. Les travaux sont réalisés en site occupé et le générateur, donc c'était une pompe à chaleur RO, ainsi que les émetteurs, ventiloconvecteurs, donc sont remplacés, mais le réseau hydraulique de distribution est maintenu. Et on constate au démarrage des travaux, l'installateur constate que le réseau hydraulique est emboué. Donc en fait, l'origine du problème, c'est que l'état du réseau n'avait pas été contrôlé en phase étude et aucun désembouage n'avait été prévu. Donc les principaux impacts dans le cas évoqué, le planning initial donc, qui assurait une mise en route de l'installation avant le début de la saison de chauffe n'est pas respecté. On a en effet dans un premier temps une suspension des travaux. Un désembouage est en effet réalisé par l'entreprise ayant l'exploitation de l'installation. Donc les travaux reprennent après ce premier désembouage et on constate lors des phases tests de la pompe à chaleur des arrêts intempestifs. Donc un deuxième désembouage, cette fois-ci hydrodynamique, est réalisé par une entreprise spécialisée
et permet la suppression des défauts. Donc, étant en site occupé, le maître d'ouvrage doit trouver des solutions de chauffage de substitution, comme le planning n'est pas respecté, dans l'attente de la livraison des travaux. Donc, cela entraîne des surcoûts importants. Et enfin, n'ayant pas traité finalement l'origine du problème de boue dans le réseau, la solution apportée est temporaire et on peut avoir à moyen terme une obstruction des organes de réglage, des émetteurs ainsi que de l'échangeur de la PAC. Alors, concernant les recommandations, en phase étude, il faut recueillir des informations sur l'état du réseau auprès de la maîtrise d'ouvrage et de l'exploitant, l'âge, la composition, parce que la présence de réseaux de nature différente est un facteur de corrosion, par exemple, les difficultés éventuelles, le rajout d'eau est une source d'apport en oxygène qui est également un des facteurs de corrosion pouvant laisser présager la présence de boue, et il faut se procurer les analyses d'eau effectuées par le passé. Il faut également effectuer des contrôles et des relevés sur site à partir des éléments qui ont été fournis, plan, DOA. La longueur, le diamètre, la composition, l'état général des conduits et de l'isolation doit être donc contrôlé. Il faut vérifier également que le réseau hydraulique est correctement dimensionné et pourvu d'équipements hydrauliques en bon état de marche. Un vase d'expansion non efficace peut favoriser la corrosion des réseaux. Il faut également vérifier la présence de systèmes de filtration de boue et le prévoir le cas échéant. Et il convient enfin de vérifier la présence des organes de réglage nécessaires pour son équilibrage à la mise en service. Et dernier point, il faut déterminer la nécessité de prévoir un désembouage hydrodynamique le cas échéant, voire le changement du réseau. Ok, merci Marie pour ce premier enseignement. On peut enchaîner directement avec un exemple, un autre enseignement sur cette partie chauffage qui est celui de vérifier en phase d'étude la puissance des émetteurs conservés en fonction du régime d'eau de la nouvelle installation à basse température. Donc, de la même manière, quel exemple pour illustrer cet enseignement? Alors, dans cet exemple, le constat porte sur des travaux dans un bâtiment de logement collectif. Une isolation par l'extérieur de la façade est réalisée, ainsi que le changement des menuiseries. La production est changée, donc une pompe à chaleur basse température est installée et les émetteurs sont maintenus. Et donc, suite aux travaux, des locataires se plaignent d'un sentiment d'inconfort et certains radiateurs ne délivrent pas en fait une puissance permettant de compenser les déperditions avec le nouveau régime d'eau de l'installation. Donc, plusieurs impacts possibles suite à cette situation. Donc, insatisfait, l'occupant va être amené à rajouter des convecteurs électriques, ce qui va engendrer des consommations énergétiques supplémentaires. Ou alors, et bien souvent, l'installateur va devoir modifier la courbe de chauffe dans la mesure des capacités de la PAC, ainsi que la gestion des appoints éventuels. Et du coup, on aura une perte de performance de l'installation. Du coup, quelles recommandations on peut donner, qu'on a choisi de donner sur cet exemple? Alors, les recommandations se portent en phase étude et dans le cas où on souhaite maintenir les radiateurs en place. Donc, il faut, dans un premier temps, calculer les déperditions thermiques pièce par pièce dans la configuration du bâtiment rénové, faire un relevé de l'ensemble des radiateurs existants et de leurs caractéristiques, et ensuite identifier le régime d'eau nécessaire en fonction de la capacité de chauffe des radiateurs et des déperditions, et cela pièce par pièce. Et enfin, choisir le générateur adapté aux caractéristiques du régime d'eau retenu et remplacer le cas échéant les radiateurs sous-dimensionnés. Alors, un exemple de bonne pratique, dans le cas de cette photo, les radiateurs existants ont tous été remplacés dans cette nouvelle installation en basse température. Le radiateur a été correctement dimensionné et possède une surface d'échange élevée qui offre un bon niveau de confort aux occupants. Ok, merci Marie. Donc du coup, dans le rapport, un autre exemple d'enseignement que vous trouverez, qui est celui de veiller au bon positionnement des équipements. Alors je crois avec un exemple sur les thermostats. Oui, alors là, on est dans une maison individuelle. L'isolation a été renforcée dans les combles et la chaudière a été remplacée. En fait, on a également le sèche-serviette qui était tout haut, qui a été remplacé par un sèche-serviette mixte, eau et électrique. Donc, le chauffage émanant de la salle de bain vient perturber le fonctionnement du thermostat de l'installation qui est situé face à la porte de la salle de bain.
Donc, lorsque celle-ci reste ouverte, le sèche-serviette va impacter la température du couloir et l'abaissement de température dans les autres pièces de la maison n'est pas pris en compte par le thermostat. Donc, l'ordre n'est pas donné à la chaudière de démarrer, et donc le thermostat est mal positionné. Alors, les principaux impacts, les occupants vont avoir du mal à gérer les températures de consigne dans les différentes pièces de la maison. Donc, cela va générer de l'inconfort et des surconsommations énergétiques. Donc, les recommandations, donc positionner le thermostat dans un endroit représentatif de la température de la pièce de vie et entre 0,90 et 1,30 m du sol. Il faut également être attentif aux apports indirects. Donc, ça peut être la télévision, ça peut être un radiateur ou ça peut être dans le cas présent un sèche-serviette et également éviter les apports directs comme le soleil. Ok, merci. Donc, juste pour information, le tuto qu'on vous présentera en fin de présentation, en fait, c'est une déclinaison de cet enseignement qu'on a mis sous format vidéo. Donc, je vous expliquerai l'objectif de ces tutos vidéo, mais retenez que ce sera sur cet enseignement qu'on vous diffusera le tuto. Du coup, on peut passer à l'enseignement suivant, toujours dans la partie chauffage, celui de bien dimensionner le volume tampon d'une installation de pompe à chaleur RO. Je te laisse donner l'exemple retenu. Alors, dans cet exemple, le constat porte sur un bâtiment tertiaire dans lequel une rénovation globale a été faite, l'installation de chauffage a été remplacée et une GTC installée. Et en fait, au tout début de l'exploitation, la GTC donc, permet de visualiser un fonctionnement de la PAC RO en court cycle en mi-saison. Donc, en fait, il a été identifié par la suite que le volume du ballon tampon est insuffisant. Il a donc été sous-dimensionné. Donc, ce sous-dimensionnement va entraîner une usure prématurée des composants de la PAC, une baisse de son rendement et des surconsommations énergétiques. Alors, concernant les recommandations, donc elles sont de respecter les préconisations du fabricant quant au volume tampon à respecter. Il faut donc déterminer le volume d'eau de l'installation, volume contenu dans le réseau et les émetteurs, et prévoir en conséquence le volume du ballon tampon. Alors, la capacité du volume tampon doit assurer les besoins pendant 15 minutes à minima. Sur la photo qui suit et qui présente un exemple de bonne pratique, le ballon tampon assure aussi donc, le rôle de bouteille de découplage et permet de maintenir donc, un débit minimum au niveau de la pâte et permet aussi d'optimiser les cycles de dégivrage en hiver. Ok, merci. Alors du coup, comme vous avez l'habitude, pour ceux qui ont déjà participé aux webconférences, on vous fait participer d'ailleurs. Donc sur l'enseignement du fait de vérifier en phase étude la puissance des radiateurs conservés en fonction du régime d'eau de la nouvelle installation en basse température, on vous propose une question. Marie, je te laisse poser la question le temps que je lance le sondage pour que vous puissiez proposer votre réponse. Alors, suivant les conditions de mesure fixées par la norme NF-EN 442, un radiateur acier capable de fournir une puissance de 1100 watts pour un delta de 50 degrés verra pour un delta de 30 sa puissance chuter de 20%, 30%, 40% ou 50%. Donc, sachant que le delta de température correspond en fait à une température d'eau moyenne, le delta de 50 degrés correspond à une température d'eau moyenne dans le radiateur de 70 degrés et le delta de 30 pour une température d'eau moyenne de 50 degrés. Donc, je vous laisse répondre. Voilà, donc la bonne réponse, en fait, c'est la réponse D avec une puissance qui chute de près de 50%. Donc, la puissance du radiateur, elle est à l'heure de 560 watts pour une température moyenne d'eau de 50 degrés. Elle est de 1100 watts donc pour une température moyenne d'eau de 70 degrés. Cela montre bien en fait l'importance d'étudier les caractéristiques de l'installation quand on modifie le régime d'eau, parce que ça a des conséquences importantes sur la puissance des émetteurs en place. Ok, merci beaucoup. Donc, je faisais référence dans le quiz à la norme NF-EN 442, en fait, qui définit depuis 1996 les spécifications et les exigences techniques auxquelles doivent répondre les radiateurs. Donc, les références sont aujourd'hui données pour un delta de température qui correspond à la différence entre la moyenne de température d'entrée et de sortie d'eau du radiateur
et la température de la pièce prise à 20 degrés. Donc, bien souvent, les fabricants des radiateurs fournissent les puissances en fonction du delta 50 et du delta 30. Ok, merci Marie. Donc du coup, là, on a vu quelques enseignements sur la première partie, qui était la partie consacrée au chauffage dans le rapport. Donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est juste un échantillon. Juste pour lister les autres enseignements que vous pourrez trouver dans le rapport sur cette partie chauffage. Le premier, donc, qui est cibler les besoins et les attentes du maître d'ouvrage et des usagers. De conseiller le maître d'ouvrage sur l'importance de prioriser les travaux de rénovation, puisque les conséquences ne seront pas les mêmes sur le dimensionnement et la conception. Étudier les contraintes acoustiques liées au bâti et à son environnement. Voilà, dans le rapport, c'est notamment un exemple sur les unités extérieures de pompe à chaleur, par exemple. Réaliser une étude de dimensionnement pour déterminer la puissance à installer. Garantir, si nécessaire, en fonction de l'usage, de la continuité de service, donc du chauffage en fonction de l'usage du bâtiment. Choisir une régulation et une programmation adaptées à l'usage et aux compétences de l'exploitant. Et puis enfin, privilégier des systèmes de gestion évolutifs. Donc ça, c'est plus dans l'idée de pouvoir amener de la régulation peut-être plus complexe avec d'autres remontées d'informations, tout ce qui est GTB, GTC, etc. Donc de privilégier des systèmes qui puissent évoluer dans le temps. Donc on va passer sur la deuxième partie qui est celle de la ventilation avec un premier enseignement qui est celui d'identifier les différents scénarios de travaux envisageables et planifier le plus en amont possible le diagnostic amiante. Oui, donc en fait, le premier renseignement concernant la ventilation que je vous présente ce matin donc, concerne le diagnostic amiante avant travaux. Donc, des difficultés en lien avec la prise en compte de cette étape importante lors de la phase étude ont été mises en avant. Donc, dans l'exemple qui est présenté, les travaux se déroulent dans un bâtiment de logement collectif construit en 1978 et en fait dans lequel des travaux d'isolation sont réalisés, les menuiseries sont changées et une ventilation est créée. Donc, la date de construction impose la réalisation d'un DAAT, puisqu'on est avant 97, et afin de rechercher la présence d'amiante sur les zones impactées par les travaux. Alors, le constat, c'est que les résultats en fait, du DAAT demandé tardivement montrent la présence d'amiante dans les enduits localisés sur des parois qui doivent être percées. Cela contraint le maître d'œuvre à modifier ses choix techniques initiaux pour le tracé des gaines. En effet, le surcoût engendré par l'intervention d'entreprises spécialisées s'avère trop onéreux donc pour intervenir sur les zones amiantées. Et un seul scénario avait été envisagé et aucun autre tracé, donc un autre tracé doit être étudié et d'autres prélèvements doivent être effectués. Donc, ces modifications non prévues impliquent un retard sur le planning. Le nouveau tracé doit être étudié et les prélèvements effectués, et cela conduit aussi à une réévaluation des coûts des travaux. Donc, en fait, les recommandations, donc pour les bâtiments construits avant 97, prendre en compte dans le planning du projet les délais nécessaires à la réalisation des DAAT, prélèvements, analyses qui peuvent prendre du temps, et identifier plusieurs scénarios afin de réaliser les prélèvements en une seule étape. Et bien sûr, réaliser au plus tôt les DAAT afin de statuer sur les choix techniques. Ok, donc un deuxième enseignement sur ce sujet de la ventilation, qui est celui de repérer les volumes disponibles pour le passage des gaines. Donc, on est à la fois sur de la conception et du dimensionnement. Je te laisse donner l'exemple suivant. Donc, l'exemple qui est donné concerne une école qui comprend une rénovation globale dans laquelle, en fait, une installation de ventilation double flux est créée. Le constat est donc le suivant. L'installateur a été contraint durant les travaux de réduire le diamètre des gaines initialement prévu au niveau d'un plénum à proximité de bouches de soufflage. En effet, la présence en fait, d'une poutre dans le plénum n'avait pas été repérée lors de l'étude. Donc, les principaux impacts, en fait, le fait de diminuer le diamètre va conduire à une augmentation de la vitesse d'air dans la gaine de ventilation à proximité de la bouche de soufflage. Donc, ce qui va conduire en fait à un inconfort acoustique pour les élèves et les enseignants. Cela entraîne également une augmentation des pertes de charge linéique du réseau. Le groupe de ventilation devant compenser cela induit une augmentation des consommations énergétiques du groupe. Et si le groupe n'est pas dimensionné pour absorber ces pertes de charge supplémentaires, cela peut conduire à un dysfonctionnement de l'installation.
Donc, il faut donc prendre en compte les contraintes du site dès la phase esquisse jusqu'à la phase exécution et modifier le tracé des gaines si nécessaire. Il convient aussi de relever les autres passages de fuite pouvant réduire l'espace utile dans le plénum et étudier d'autres types de gaines si nécessaire, permettant de respecter la vitesse maximale. Ok, merci. Donc, du coup, voilà, ça c'était deux exemples issus du terrain qu'on a choisi de retenir. Comme pour la partie chauffage, on va vous faire participer sur cette partie ventilation. Du coup, Marie, de la même manière, je te laisse lire la question le temps que je mette le sondage en ligne. Donc, selon vous, à débit égal, donc on a pris 2000 m3 et suivant la méthode de Colebrook, réduire le diamètre d'une gaine de ventilation de 400 à 250 mm va entraîner alors, une augmentation de la vitesse de circulation dans la gaine de 4,4 m/s à 11,3 m/s, ou alors une augmentation de 4,4 à 20,5 m/s et une augmentation des pertes de charge dans cette gaine de 0,5 pascal par mètre linéaire à 1,2, et soit une augmentation des pertes de charge dans cette même gaine de 0,5 pascal par mètre à 5,7 pascal par mètre. Donc, les bonnes réponses sont la A et la D. Donc, en fait, réduire le diamètre a des conséquences importantes sur la vitesse d'air et l'incidence sur les pertes de charge l'est également, puisque réduire de près de la moitié le diamètre multiplie par plus de 10 les pertes de charge par mètre linéaire. Donc, je crois qu'on avait plutôt des bonnes réponses. Ok, très bien. Donc, de la même manière, encore une fois, sur cette partie ventilation, donc c'est juste un extrait des enseignements issus du terrain, de ce qu'on a choisi de retenir. Quelques lignes pour vous expliquer les autres enseignements qui seront dispo dans ce futur rapport. Le premier qui est de réaliser le diagnostic de l'installation existante. Bon, c'est vrai que sur les équipements, on a quasiment toujours cet enseignement avec des exemples différents, mais quasiment toujours sur cet exemple de diagnostic, puisqu'énormément de non-qualités ne sont remontées, qui sont issues de problématiques de diagnostic au démarrage. Ensuite, un autre enseignement qui est celui de réaliser les plans d'exécution des réseaux de gaines. Bien dimensionner et positionner les diffuseurs et bouches de soufflage en double flux. En ventilation double flux, éloigner la prise d'air neuf de tout polluant potentiel. Un autre enseignement qui est celui de limiter l'usage de gaines souples. Et enfin, faciliter l'accès aux équipements techniques. Donc vous pouvez retrouver, il y a un parallèle qui peut être fait par rapport aux deux rapports qu'on a travaillé sur la ventilation simple flux et double flux. On a essayé d'apporter d'autres exemples, d'autres cas de figure pour illustrer des enseignements qui pouvaient être similaires. Voilà, pour donner encore un peu plus de perspective aux bonnes pratiques qu'on peut retrouver. On va pouvoir passer à la dernière partie du rapport, donc qui est consacrée à l'eau chaude sanitaire, et vous donner de la même manière deux exemples d'enseignement. Le premier qui est celui d'identifier les points faibles de l'installation à vos travaux. Donc, on a encore cette notion de diagnostic aussi. Marie, je te laisse donner un exemple pour cet enseignement. Alors là, on est dans le cas d'une maison individuelle. Une rénovation globale a été effectuée. La production d'eau chaude sanitaire et le réseau de distribution ont été remplacés, ainsi que la salle de bain a été complètement rénovée également. Donc, en fait, les occupants se plaignent, tout comme avant les travaux, d'avoir un temps d'attente trop long avant de pouvoir obtenir de l'eau chaude dans la salle de bain. Alors, ce constat est vraiment un constat récurrent que l'on retrouve dans la base REX. Et dans le cas présent, le temps d'attente a été mesuré à plus de 20 secondes. Donc, l'origine est très bête. Donc, la production est éloignée en fait des points de puisage. Donc, les principaux impacts, le fait d'avoir une production éloignée de la salle de bain entraîne en premier lieu un inconfort et un mécontentement des usagers. En deuxième point, un gaspillage d'eau et d'énergie et un surcoût lié à l'eau et à l'énergie consommée inutilement. Et potentiellement un risque sanitaire en cas d'absence prolongée. Alors, à noter que la réglementation impose en fait que lorsque le volume entre le point de puisage le plus éloigné et le système de production est supérieur à 3 litres, la température d'eau doit être supérieure à 50 degrés en tout point du système de distribution, donc à l'exception des tubes finaux, et le volume de ces derniers devant être inférieur à 3 litres. Donc, les recommandations, il va falloir chercher à limiter les distances entre la production d'eau chaude et les points de puisage et envisager un deuxième système de production si les points de puisage sont éloignés du point de mise en distribution. Le volume des tubes finaux d'alimentation doit être inférieur ou égal à 3 litres.
Alors ensuite, un autre enseignement donc, dans cette partie eau chaude sanitaire, donc, qui est celui d'étudier les caractéristiques des lieux de stockage. Je te laisse continuer, Marie, sur l'exemple qu'on a choisi de retenir. Alors là, les travaux se déroulaient dans une maison individuelle et donc on comprenait la mise en place d'un ballon solaire. La température, donc le constat, c'est que la température du lieu de stockage est élevée due à une absence d'extraction d'air dans le local. Donc, les principaux impacts dans le cas présent, donc ça a entraîné une augmentation de température des locaux adjacents et de ce fait, l'inconfort des occupants. Donc, les recommandations, on va devoir prévoir une ventilation du local et renforcer, si nécessaire, l'isolation du ballon d'eau chaude et isoler les réseaux de distribution pour limiter les déperditions dans le local technique. Alors maintenant, ça va être encore une fois à vous de jouer sur une question donc partie eau chaude sanitaire, dimensionner les ballons d'eau chaude en fonction de leur typologie. Donc on est vraiment sur cette question de dimensionnement. Marie, je te laisse poser la question et moi de mon côté, je lance le sondage. Alors, concernant le dimensionnement des ballons d'eau chaude, pour quel type de ballon est-il recommandé de réaliser un surdimensionnement par rapport aux besoins journaliers? Grand A, donc les ballons d'eau chaude électrique double puissance. B, les ballons solaires à point électrique. C, les ballons d'eau chaude thermodynamique. D, aucun. Donc la bonne réponse est la B, sachant que dans le cas du ballon solaire, il est recommandé en fait de dimensionner le ballon de 1,5 à 2 fois le besoin journalier pour limiter le fonctionnement de la pointe électrique. Donc on privilégie en fait le fonctionnement de la pointe la nuit et un positionnement en partie moyenne ou haute du ballon. Alors pour les ballons électriques double puissance, en général on s'adresse dans un logement où la demande en eau chaude est variable. Donc par exemple un couple qui reçoit ses enfants le week-end. Et l'objectif pour ce type de ballon, c'est de réduire la capacité du ballon qui correspond en fait aux besoins du couple. Concernant les ballons d'eau chaude thermodynamiques, donc eux, ils ne doivent pas être surdimensionnés par rapport aux besoins pour maintenir un bon rendement. Donc c'était bien la réponse B, la bonne réponse. Ok, donc sur cette slide suivante, je vous liste les autres enseignements que vous trouverez dans le rapport, les sujets qui sont abordés. Donc, lister les contraintes administratives liées au projet, concevoir des projets économes en eau et en énergie, prévoir le calorifugage des réseaux et organes de réglage, veiller à la bonne gestion des appoints électriques, proscrire le surdimensionnement des ballons d'eau chaude thermodynamique, limiter le risque légionnel et supprimer le risque de brûlure. Donc voilà, avec encore une fois des exemples pour illustrer ces différents enseignements. Donc on a fait le tour de l'échantillon qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On va donner quelques éléments de conclusion sur le sujet avant de conclure globalement sur la webconférence. Marie, je te laisse donner ces quelques éléments de conclusion que tu as choisis. Donc en conclusion, donc, que ce soit pour les travaux de chauffage, de ventilation ou d'eau chaude sanitaire, les retours d'expérience mettent en évidence l'importance de réaliser un diagnostic complet et précis de l'installation existante. Le niveau d'isolation de l'enveloppe et l'état des équipements techniques sont à relever. La phase étude est essentielle à la réussite du projet. Alors, il apparaît également important de prioriser les travaux de rénovation. De mauvais choix peuvent entraîner l'impossibilité de réaliser à terme une rénovation de qualité. Alors, pour les équipements de chauffage, de ventilation et d'eau chaude sanitaire, il convient également de les dimensionner de façon à optimiser leur performance, assurer le confort des occupants et la pérennité du bâti. Il faut également veiller à la bonne gestion des systèmes, au calorifugage des réseaux, mais aussi faciliter l'accessibilité des équipements aux exploitants. Et enfin, donc la conception et le dimensionnement des équipements en rénovation doivent être étudiés afin de répondre aux besoins du site et des attentes du maître d'ouvrage, tout en garantissant fiabilité, sécurité et un moindre impact environnemental. Ok, super. Je te remercie, Marie, pour la présentation de ces éléments et puis du rapport que tu as réalisé avec, à l'aide de tes contributeurs et qui sera disponible dans quelques jours, petites semaines. Il y a notamment un travail sur les illustrations, voilà, quelques petits points techniques à reprendre pour vous le présenter. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou vous inscrire sur le site de la mallette pédagogique pour être averti de la disponibilité du rapport.
Eve a déjà dû vous mettre les liens dans la discussion. Autre élément d'actualité, je vous rappelle que le MOOC Rénovation performante, risque et bon réflexe a une deuxième session, hein, puisque vous avez été plus de 5000 inscrits sur la première section qui s'est terminée en décembre l'année dernière. Donc, qui a plutôt très bien fonctionné avec beaucoup d'échanges, etc., des très bons retours. Donc, on lance une deuxième session qui sera ouverte à partir du 5 avril 2022. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir les rappels au début du démarrage de cette deuxième session. Autre point d'actualité, donc le 27 janvier 2022, il y aura la dernière webconférence dans le cadre de Profil, donc qui sera consacrée à des exemples d'enseignement, quelques exemples du rapport sur les pompes à chaleur en rénovation. Avant de terminer donc, sur la présentation des tutos, je voulais remercier aussi donc, les contributeurs Laurent, Yannick et Adam pour la participation au rapport et puis à leur présence dans la discussion aujourd'hui. J'en profite de remercier Eve aussi à la technique qui vous a diffusé les différents liens, qui a assuré l'enregistrement de cette webconférence, puisqu'elle sera disponible également en replay. Vous pourrez revoir les différents éléments et puis lister les différents enseignements qu'on n'a pas pu développer. Et du coup, pour terminer, pour se quitter, je vais vous mettre le tuto concernant l'enseignement, un des enseignements de ce rapport. Donc, l'objectif de ces tutos, en fait, c'était de décliner sous format vidéo courte, entre 1 minute et 1 minute 30, des enseignements, comme c'est des outils qui nous permettent de diffuser les informations, qui vous permettent aussi à vous de rediffuser les informations, soit dans des sessions de formation que vous organisez, ou pour sensibiliser les maîtrises d'ouvrage, les entreprises avec qui vous avez l'occasion de travailler. Donc, je vais faire la petite manip pour vous mettre l'exemple de tuto. Donc, il y en a une série de 15 qui sont déjà disponibles sur la chaîne TV de l'AQC. Il y en aura 15 suivants qui vont être disponibles dans quelques jours aussi, dont celui-ci. Alors, hop, avec le son. Voilà, donc l'idée, vous allez retrouver la même chronologie à la construction de nos enseignements, nos qualités observées et les solutions correctives et bonnes pratiques qu'on apporte. Voilà, donc j'espère que vous voyez mon écran. Je vais lancer le petit tuto. Et donc, je vous remercie, puis je vous donne rendez-vous pour les prochaines webconférences. Conception et dimensionnement des équipements en rénovation. Positionner les thermostats d'ambiance dans un espace représentatif. Le système de régulation mis en place après rénovation intègre une correction par la température d'ambiance. Le thermostat est positionné dans le couloir, à proximité immédiate de la salle de bain. La température du couloir, transmise au régulateur de la chaudière, est généralement inférieure à la température de la pièce de vie. La production de chaleur est alors supérieure aux besoins réels, entraînant une surconsommation et un risque de surchauffe dans la pièce de vie. Inversement, lorsque le chauffe-serviette électrique de la salle de bain est en fonctionnement, la température transmise par le thermostat est anormalement élevée. Un arrêt de la production de chaleur et un risque d'inconfort dans les pièces de vie s'ensuivent. Les bonnes pratiques du dispositif REX bâtiment performant. Positionner le thermostat d'ambiance dans un espace représentatif. On privilégiera les espaces de vie tout en évitant la proximité avec les émetteurs de chaleur, internes ou externes, comme par exemple le rayonnement du soleil derrière les vitrages. Retrouvez nos 12 enseignements à connaître sur la conception et le dimensionnement des équipements en rénovation sur le site dispositif-rexbp.com. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve à la fin du mois. Merci Samuel, au revoir.